L'interview politique d'Europe 1. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour. Vous recevez le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici. Avec intérêt et plaisir. 13 juillet, jour de mai. Cet après-midi, Theresa May va s'installer au 10 Downing Street. La première ministre de Grande-Bretagne va former très vite son gouvernement. Tout s'accélère. Alors, bienvenue, Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Après François Hollande, la chancelière Merkel et Wolfgang Schäuble demandent à Londres une clarification très rapide. Ce matin, est-ce que votre commission, à travers vous, a la même exigence ? C'est une demande. Au fond, les conservateurs sont allés vite pour changer de Premier ministre. Il était prévu que ce soit le 9 septembre, c'est aujourd'hui le 13 juillet. Et à l'époque, Mme May avait dit on va prendre son temps pour demander ce qu'on appelle l'article 50 qui déclenche les négociations pour la sortie. Ils ont gagné du temps sur la formation du gouvernement. Je pense qu'il faut aussi gagner du temps et accélérer. Pourquoi ? Parce que ce que déteste l'économie, et ce que déteste aussi la politique, c'est l'incertitude. Et on est en plein dans l'incertitude. On est en plein l'incertitude. Avec des conséquences de l'incertitude. Donc, est-ce que vous lui demandez d'appliquer l'article 50 qui déclenche la procédure officielle de sortie de l'Europe ? Je crois qu'il est important que cet article 50 soit invoqué le plus rapidement possible, que la Grande-Bretagne demande au Conseil européen le plus vite possible d'ouvrir des négociations qui elles-mêmes peuvent durer 2 ans, pour voir dans quelles conditions se fait le divorce à l'amiable, mais divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, et dans quelles conditions ensuite se définit la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ce matin, Pierre Moscovici, commissaire européen, dit il ne faut pas que ça traîne. Il ne faut pas perdre de temps, parce que le temps, c'est de l'incertitude. L'incertitude, c'est de la volatilité, c'est de la fébrilité, c'est de la vulnérabilité. Il y a 2 jours, j'ai donné une estimation de ce que pouvait représenter économiquement le départ de la Grande-Bretagne. Ça peut être important, ça peut être de 1 à 2,5 points de croissance en Grande-Bretagne en 2017. Et pour l'Union européenne, je n'ai pas chiffré ça pour pays par pays. Vous voulez dire que pour la Grande-Bretagne, ce serait beau ? Non, ça peut faire perdre 1 et 2,5 points de PIB, et ça peut faire perdre à la zone euro et à l'Union européenne entre 0,2 et 0,5 points de PIB en 2017. Ça n'est pas une prévision, ça n'est pas fatal. Pour pouvoir faire reculer ces chiffres, pour pouvoir limiter la perte, il est important d'une part qu'il y ait la levée de l'incertitude, donc qu'on sache où on va, donc qu'on commence la négociation, et d'autre part qu'on donne une bonne réponse de politique économique, c'est-à-dire qu'on décide d'investir plus en Europe, parce que ça, je crois que c'est majeur. Il faut aller de l'avant. C'est la Commission qui devrait aussi investir ou déclencher les investissements. Mais elle le fait, et puis pardonnez-moi une seconde, mais pas assez. Il y a un plan Juncker d'investissement de 315 milliards d'euros, 100 milliards sont déjà engagés, 15 milliards pour la France. Et quand ça a été décidé Ça a été décidé il y a 1 an. Et il n'y a que le tiers qui a été déjà lancé. Vous plaisantez, c'est la première fois qu'on le fait, c'est sur 3 ans, et nous sommes tout à fait dans le rythme, et ce sont des emplois, c'est 40 000 emplois en France. Theresa May a prévenu qu'elle ne cherchera pas à rester dans l'Union européenne, ni de la rejoindre par la porte de derrière, dit-elle, et qu'il n'y aura pas de second référendum. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on va finir un jour par escamoter le Brexit ? Non, je pense que les choses sont assez claires. Le peuple britannique s'est exprimé. Il s'est exprimé dans un vote qui a été très clair, au terme d'une longue campagne. Et maintenant, non, le Brexit aura lieu. La question ensuite, c'est dans quelles conditions ? Dans quelles conditions se fait la négociation de sortie ? Et dans quelles conditions se font les futures relations ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Grande-Bretagne va rester un pays européen. Ce ne sera plus un pays membre de l'Union européenne, mais nous aurons forcément avec elle des relations. Et par exemple, la question qui se pose, c'est quelles sont les libertés que nous aurons en commun, le marché intérieur, mais aussi les autres libertés, les libertés de circulation. Est-ce qu'on va cesser de ménager la Grande-Bretagne, ni de la traiter avec des fleurs, des dérogations et des précautions, comme on l'a fait depuis si longtemps dans l'histoire ? Jusqu'au jour où elle est partie, et ça peut prendre 2 ans à partir du jour où l'article 50 est invoqué, la Grande-Bretagne sera membre de l'Union européenne avec tous les droits et toutes les obligations qui ici affèrent. En tout cas, les négociateurs auront du mal avec Theresa. On la compare à Maggie Thatcher ou à Angela Merkel. Je pense qu'on peut parier qu'elle sera Theresa May. C'est très joli. Oui. Bon, enfin, comme on disait, James Bond. En tout cas, bienvenue à Madame May, parce qu'on a besoin d'avoir un Premier ministre qui ait cette légitimité maintenant pour agir. David Cameron va prendre les vacances, lui fait ce qu'il doit, il part. Il n'a su ni convaincre ni séduire sur les chances offertes par l'Europe. Sans vous choquer, est-ce que les commissaires européens n'auraient pas dû offrir aussi leur harakiri
pour l'image impuissante que vous avez tous donnée de l'Europe. Écoutez, pourquoi aurions-nous fait cela? La Commission, c'est la force d'initiative, c'est la force de proposition. Et pendant le référendum, La nous force sommes ou la faiblesse de proposition. nous nous sommes tous gardés d'intervenir dans ce référendum. Moi, je parle à peu près correctement anglais, j'ai refusé toute interview à la BBC. Pourquoi? Parce que je savais que l'image communautaire était une sorte de chiffon rouge. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'Europe? Non, mais quelle politique, pas vous personnellement, quelle politique européenne de défense, de sécurité, contre le terrorisme, de l'énergie, des transports, quelle? Jean-Pierre Elkabbach, ne cédons pas à la démagogie. Ceux qui décident en Europe, ce sont toujours les gouvernements, toujours les États membres. La Commission, elle est là pour proposer. Ce sont les États membres qui décident. Il faut être capable de balayer devant sa porte et d'arrêter de tirer sur le pianiste bruxellois. Mais vous me demandez ce qu'on a fait. Moi, je peux aussi... Non. Vous parliez tout à l'heure, Samuel Etienne, d'un accord qui a été signé hier avec Monaco. Qui met fin au secret bancaire. J'ai signé de tels accords avec la Suisse, avec San Marin, avec Andorre, avec le Liechtenstein. Il n'y a plus de secret bancaire en Europe. J'ai fait voter une directive sur l'échange d'informations sur ce qu'on appelle les rescrits fiscaux, les prévisions d'investissement des entreprises. J'ai fait voter en peu de mois une directive de lutte contre l'évasion fiscale. Mais vous êtes très gentil, mais c'est pour vous dire qu'on fait des choses à Bruxelles. Et c'est la Commission qui propose aussi un plan cohérent de lutte contre l'afflux de réfugiés. Donc soyons sérieux quand même. Les États doivent prendre leurs responsabilités, la Commission fait son travail, et le président Juncker fait remarquablement le sien. Votre commission décide avec l'accord d'ECOFIN, c'est-à-dire le ministre des Finances, de déclencher des sanctions contre l'Espagne et le Portugal, etc., pour déficit excessif. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va faire aimer l'Europe ? Nous avons des règles en Europe. Ces règles sont telles qu'elles ont permis, en effet, de limiter, de réduire les déficits. Nous sommes aujourd'hui en 2016, les déficits sont à 2% dans la zone euro. Ils étaient à 6,5% en 2010. Et ça voulait dire des dettes publiques. Les dettes publiques se sont accrues de 30% en 6 ans. Il faut réduire ça, parce que sinon, ce sont les générations futures qui sont foutues. Donc, il y a des règles. Ces règles, elles disent quoi? Elles disent que les pays doivent réduire leur déficit. Ni l'Espagne, ni le Portugal ne l'ont fait pour le passé. Pour les années 2014. Pas le gouvernement d'aujourd'hui. Non, pour les années 2014-2015. Et maintenant, nous demandons aux deux gouvernements de nous donner des informations et des actions qui permettent de réduire les déficits. Et je peux vous dire ici une chose, c'est que je n'ai jamais été partisan de l'austérité. Je ne crois pas que les règles soient faites pour punir. Je ne pense pas que les sanctions soient la réponse qui convient en tout. Et donc, il est possible que ces sanctions soient égales à 0, je le dis ici ce matin, à condition que le gouvernement espagnol et le gouvernement portugais nous fournissent les réponses que nous attendons sur comment elles vont réduire leur déficit. Vous les avez grondés, je le fais et je le refais. Mais en même temps, il peut ne pas y avoir de sanctions. C'est davantage d'un processus d'incitation à réduire les déficits que d'un processus de punition qu'il s'agit. Je souhaite que nous soyons capables d'aller vers des sanctions zéro dès lors que l'Espagne et le Portugal donneront les bonnes garanties. La France ne risque rien. La France doit faire moins de 3% en 2017. Elle fera. Elle doit le faire et nécessairement elle le fera. Bon. Et la Commission y veillera parce que c'est son travail et j'y veillerai parce que c'est le mien. Votre successeur à Bercy, Emmanuel Macron, critique les partis, la politique du gouvernement auquel il appartient dans son meeting d'hier, et paraît-il le premier, et il veut porter son mouvement jusqu'en 2017, jusqu'à la victoire. La victoire de qui? Il ne dit pas que c'est la victoire de François Hollande. On n'a pas compris ça, en effet. Mais bon, moi, je ne suis plus aujourd'hui dans la politique politicienne au sens quotidien du terme, même si je reste socialiste. Je vais simplement vous donner mon sentiment. Je trouve ça compliqué. Je trouve ça pas très lisible. On se pose. Vous croyez que c'est pas un mot faible, compliqué je l'utilise parce que je suis commissaire européen. Et non, mais d'accord, vous êtes français, vous connaissez tous les acteurs de cette tragicomédie. Bien sûr. Mon père, qui est aujourd'hui décédé, aimait bien une phrase. Il disait toujours, c'est une phrase, je crois, du général de Gaulle, mais aussi de Jules César, la discipline est la force principale des armées. En politique, on a besoin d'armées. Un gouvernement, c'est aussi une armée, avec un chef, c'est le Premier ministre, avec un chef suprême, qui est le chef de l'État, qui est le président de la République. Eh bien, je crois que les Français attendent aussi qu'il y ait de la discipline. Et ça, il est important qu'il y ait cet ordre, au fond, qui règne. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet la clarté dans l'action, la lisibilité dans l'action. Et je le dis aussi comme commissaire européen. Oui. On a besoin d'avoir de la lisibilité, de la prévisibilité, de la certitude. C'est pas le cas. Je le répète, c'est compliqué. Mais ça peut durer comme ça? Ça, c'est pas à moi de le dire. Non, mais quand on est à Bruxelles, quand on est en Europe et qu'on voit la gouvernance française
On dit que ça peut continuer? Écoutez, on ne va pas non plus dramatiser. Vous me parliez des finances publiques françaises. Ce qui comptera pour moi, mais c'est vous imaginez, vous avez été 3%. ministre, vous imaginez le Conseil des ministres avec le Premier ministre qui dit il est temps que tout cela s'arrête, l'autre qui dit on continue, et le Président de la République. Est-ce qu'il a des décisions qui peuvent être prises aujourd'hui ou demain? On en a vu d'autres, mais en effet, je le répète, je trouve que c'est compliqué et ça devient sans doute trop compliqué. Qui est la plus grande victime aujourd'hui? Emmanuel Macron, celui qui l'a inventé? Franchement, c'est pas à moi de dire tout ça. Je souhaite simplement, à un moment donné, Emmanuel Macron est un garçon que j'aime beaucoup, qui a énormément de talent. D'accord, bien mais sûr. ce talent, c'est un talent. Il le met à son service. C'est un talent qui évidemment doit s'exercer dans un collectif. C'est la fonction même du ministre. Dernier mot. L'ex-président de la Commission, José Manuel Barroso, entre chez Goldman Sachs, banque américaine. Vous comprenez ou vous dénoncez? C'est pas interdit pour un commissaire d'avoir des activités privées après qu'il soit retiré de son mandat. En même temps, il faut réfléchir toujours à l'image qu'on souhaite donner de l'institution à laquelle on a appartenu et à l'image de soi-même. Et ce que je constate, c'est que ça n'est pas compris, que c'est mauvais pour l'image de la commission au moment où elle est attaquée. Et donc, je pense qu'il y avait là une réflexion politique, éthique et personnelle que M. Barroso aurait pu avoir. Donc, il n'a pas bien fait. Mais il faut rappeler aussi que Gerhard Schröder, chancelier, était chez Gazprom. Ce n'est pas du meilleur effet. Je pense qu'un homme public, quand il arrête sa vie publique et qu'il va dans le privé, doit aussi réfléchir à l'image qu'il projette pour son avenir et pour son passé. Le moment venu, vous n'irez pas dans une banque américaine ou allemande. Je n'irai pas chez Goldman Sachs, je vous l'assure. Et ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Pierre Elkabbach, merci Pierre Moscovici.